Ok, donc bonjour, je suis très content de pouvoir faire cette petite intervention. Quand DataIQ m'a demandé de faire cette intervention, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apporter, moi? Je peux apporter en fait l'expérience d'une boîte qui n'est pas aussi grosse que toutes celles que vous avez vues, c'est-à-dire qu'on va rester dans le même thème. On va parler beaucoup de transformation digitale, on va parler beaucoup aussi d'applications, on va parler commerce, on va parler performance de modèle, mais nous, notre boîte fait 150 à 200 personnes. Pour autant, on est une activité qui est internationale. Donc Nextway, c'est quoi? Nextway, c'est une plateforme e-commerce. Techniquement, elle est ce qu'on appelle Merchant of Record, c'est-à-dire qu'elle endosse le risque légal de la vente. Le but étant de simplifier la capacité de vendre pour nos clients. Pour faire assez simple, on est un peu comme Amazon. On est un peu dans le même genre de position qu'Amazon. On est en B2B2C. De par notre activité de vente, ça veut dire que on va gérer une colonie de services, on va avoir des données qui correspondent aussi bien à l'abonnement, aussi bien les resellers programmes, le paiement, on va s'occuper du service client. Tout ça va générer énormément de données. Et en plus, on est vraiment obligé de les générer proprement parce que c'est nous qui en sommes le risque légal de la vente. Maintenant qu'on a ces données, si on fait la somme, ça veut dire que pour nos clients, on a 95% des données de leur business. Et en plus de ça, et ça c'est pour chaque client, donc c'est pour chaque client. Ça veut dire qu'en plus on est dans une position unique, où on est capable d'avoir des insights sur pourquoi deux offres différentes pourraient avoir des audiences différentes, excusez-moi, c'est le début, pourquoi des offres assez similaires pour avoir des audiences différentes, par exemple. On est capable de se poser ce genre de questions. Donc cette position unique, forcément, on se dit, puisqu'on fait tous les services de la vente, qu'on a la capacité d'avoir toutes ces données, on doit être capable d'aider un peu nos utilisateurs data et nos clients surtout. Donc, quand je suis arrivé, on a regardé quels sont les assets qu'on a. Nous, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle une plateforme microservice. Donc une plateforme microservice, je vais faire une toute petite intro un peu technique, enfin en tout cas, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Ça veut dire qu'au niveau de l'architecture software de la plateforme e-commerce, chaque fonctionnalité va être isolée. Et chacune de ces petites fonctionnalités vont être isolées dans des petits services. Ces petits services vont consommer ce qu'on appelle les events. C'est-à-dire qu'ils vont se passer des events à l'intérieur d'un espèce de rivière où les events passent. Et quand un service voit l'event qui est pour lui, il va le prendre, le consommer, faire un truc, recracher un event. Sur un exemple un peu concret, vous êtes sur un cart, vous êtes sur un panier, il y a un gars qui a mis des produits, il a cliqué la case, en plus il veut être opt-in, c'est le client idéal. Il veut être opt-in pour votre client, il souscrit à un abonnement, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le service de carte va cracher un event, il va dire, écoutez, moi j'ai un event, j'ai quelqu'un qui a cliqué sur le bouton, donc le paiement il va dire, ça c'est pour moi, moi je le prends. Le service qui s'occupe du consentement utilisateur va dire, moi je vois qu'il est opt-in aussi, attends, je fasse un enregistrement. Celui de l'abonnement va dire, moi aussi il faut que je l'enregistre parce que je vais avoir des paiements, des tentatives de paiement à refaire derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez énormément de données, du big data, extrêmement bien structuré, du smart data. Donc ça, c'est plutôt le bonheur pour une IA. L'autre particularité des microservices, c'est qu'en général, ils sont tous configurables. Ils vont tous avoir ce qu'on appelle leur endpoint API. Concrètement, ça veut dire que le client depuis son back-office va pouvoir agir sur chacune des fonctionnalités et qu'un développeur qui veut intégrer le système de la plateforme peut faire des appels API pour configurer le comportement des services. Donc, pour une IA, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour une IA, si par exemple j'ai un moyen de paiement qui marche mieux dans une région, qui marche mieux sur un type de produit, sur quel que soit le contexte, il va être capable, à partir de l'insight qu'il a eu du flot de données qui est arrivé, il va être capable de reconfigurer automatiquement la plateforme pour s'adapter au contexte. Donc c'est les fameux buzzwords du Context Aware Platform, ça c'est ce qu'on a fabriqué à Nextway. Donc, le deuxième asset, c'est les équipes. Quand je suis arrivé, moi, ce n'était pas le core business de mon entreprise. C'est-à-dire que le core business, c'est d'être une plateforme e-commerce. Pour autant, la donnée était quand même au cœur. Et la donnée, à partir du moment où il faut la structurer, vous n'avez pas trop de mal à aller voir dans les autres services. Encore une fois, il y a une histoire de taille. Je n'ai pas le même problème que la Poste où je dois atteindre des sommes critiques, des tailles critiques de 2600 personnes. Moi, si j'arrive à faire différents projets et qu'au total, j'arrive à mettre 50 personnes sur 150, c'est bien, je suis bien. Donc c'est ce qu'on a fait. On a rénové tout l'e-commerce, on a rénové tout ce qui était tout le marketing, on a fait des petites opérations de type churn, etc. sur l'abonnement. Bref, on a éclaté un peu les silos en mettant plein de gens dans plein de projets différents, ce qui a eu l'avantage de nous donner une vision transverse et puis d'entraîner les autres silos à l'intérieur de vision transverse, c'est-à-dire que les problèmes sont devenus évidents. Deuxième truc, c'est que de par la complexité architecturale de la plateforme, pour pouvoir obtenir cette modularité, ça veut dire qu'on avait une IT qui avait des super best practices en matière de versioning de code, en matière d'intégration continue. Alors si j'ai un gros conseil à vous donner, parce que je ne l'ai pas suivi tout de suite, j'ai mis 1 an à le suivre, faites-le tout de suite, prenez leur best practice. Puisque si vous êtes data scientist comme moi dans la salle, si vous faites du code Python, etc., vous dites, oui, moi je m'en fiche, je fais une churn prediction sur ce client-là, je fais une petite discovery, rien à voir.
Non, non, prenez les pratiques directement. D'abord, l'IT vous appréciera parce que vous respectez leur savoir. Et de deux, vous serez très content le jour où vous voulez vouloir passer en production. On abordera à la fin les challenges techniques que ça veut dire que de passer en production et de scaler sur un grand nombre de clients. Le dernier truc, c'est que dans l'aile business, d'un seul coup, vous trouvez une colonie de gens qui deviennent en quelque sorte vos ambassadeurs dans les équipes. Et si vous avez la chance d'avoir DataIQ, donc ça c'est la pub, mais c'est la pub méritée pour le produit, c'est que vous pouvez tous les amener. DataIQ a l'avantage d'être hyper graphique. Les gars mettent leurs sources de données, ils mettent leurs opérations entre les deux. Quand ils se disent d'un seul coup, j'ai envie de réconcilier les données de conversion de Google Analytics avec les données obtenues des commandes, là d'un coup ils mettent leurs deux sources de données et ils font un join. Donc d'un seul coup, la frontière entre l'aile business et l'IT fond. Et pour fluidifier les process, c'est génial. C'est-à-dire que ça va extrêmement vite. Ensuite, ça vous a été dit plusieurs fois, pour arriver dans la ligne produit, il faut trouver un bon business case qui va bien. Pour moi, ça a été le growth hacking. Donc, le growth hacking, là, je ne me suis pas pris la tête, c'est la première réponse que vous avez sur Google. Quand vous tapez growth hacking, vous tombez sur un site. Je ne me souviens plus, j'aurais dû les créditer. Mes excuses. Donc, la growth hacker, c'est quelqu'un qui fait des hypothèses, qui fait des priorisations et qui teste des solutions innovantes à partir de ces hypothèses et qui voit si ça marche. Alors, j'ai un petit secret pour vous. Ça fait 4 siècles qu'on appelle ça la démarche scientifique. Mais chut, on fait du business. On va pas rigoler quand même. Donc, on fait du business, on fait du growth hacking. Donc, moi, l'idée que ça a été, c'est quoi? Fondamentalement, mes clients, ils sont dans le back-office. Je suis en B2B2C, mais les clients fondamentaux, ceux qui passent contrat avec moi, ils sont en B. Ce sont des utilisateurs business, des responsables sales, IMIA, etc. Donc ces gens-là ont besoin d'optimiser leur marge. Growth hacking est souvent présenté à tort comme étant quelque chose qui est fait pour les marchés niches, le crossing de gas. Je vais attaquer mon marché niche, donc je dois tester. En réalité, quand vous êtes un responsable de vente et qu'à Q4, vous devez dire que vous avez monté les marges de 3 à 5% sur un marché bien maturé, bien compétitif, vous avez intérêt à bien comprendre votre audience. Donc le test, hypothèse, learn, adapt, tout le monde a besoin de le faire. Seulement, tout le monde n'a pas forcément la capacité. Il se trouve que ce qui est génial, c'est que pour faire du growth hacking, finalement, vous avez besoin des mêmes outils qu'un data scientist. Donc, on va se rejoindre là-dessus. Donc, pour implémenter, encourager votre business owner à faire les choses. Bon, d'abord, de quoi est-ce qu'il a besoin? La même chose que vous. Il a besoin d'un reporting clair. Vous avez des données qui viennent de partout. Vous devez être capable de traquer l'intégralité, de faire les bonnes corrélations entre les différents éléments. Vous devez être sûr que votre reporting il est top-notch. Vous devez vous assurer aussi que fondamentalement, si vous voulez encourager à expérimenter des choses, il faut qu'ils puissent traquer le résultat de ces expériences. Il faut qu'ils puissent diviser, il faut qu'ils puissent faire de la B-testing, et puis il faut qu'ils puissent voir les résultats, les comparer par rapport d'une expérience par rapport à l'autre, par rapport au canal de contrôle, par rapport. Il a besoin de forecasting. En fait, il n'en a pas vraiment besoin, mais du coup, c'est facile. Ça, c'est plutôt pour nous. On est sur une boîte d'e-commerce, on est sur des ventes. Il se trouve que le business d'e-commerce est, quel que soit le client, c'est pas toujours la même saisonnalité, mais il est hyper saisonnier. En e-commerce, je ne vais pas vous mentir que le mois de novembre est souvent vachement meilleur que le mois d'août, sauf si vous vendez du service de yacht. Mais à part ça, ça marche beaucoup mieux. Donc le forecasting, forcément, on le rajoute. Because we can, et puis que les algos, ils sont très contents avec les données qu'on a, donc on ne va pas se priver, quoi. Et puis là, vous commencez à rentrer dans des éléments de simulation. Pourquoi? Parce que vos clients, ça fait des âges qui font des expériences, et vous avez tout logué. Donc vous avez des historiques de log, vous avez des ontologies qui catégorisent les produits, vous avez en grosso modo tout le résultat des actions business depuis des âges, et en plus vous allez encourager à en faire plus. Donc vous allez pouvoir être capable plus ou moins de dire, tiens, cette opération que tu veux faire là, elle devrait avoir plus ou moins cet impact. Et donc ça encourage. Et en plus, un moteur de simulation, on peut inverser la chaussette. Ensuite, notre plateforme, elle est APIsée. Donc, normalement, mettre en place l'expérience, une fois qu'on a tout ce qu'il faut dans les mains côté data, mettre en place en production, ça ne devrait pas être trop compliqué, puisqu'on a des API pour tout faire. C'est génial, ça veut dire qu'un bout de code Python est capable de scripter la plateforme, pour dire autrement. Maintenant, si vous voulez entraîner des gens, ce n'est pas leur métier, vous n'allez pas leur dire hey, les gars, tu vas faire de la data science. Non, il fait de la data science low touch, il fait du growth hacking. Pour encourager le gars à faire du growth hacking, vous allez avoir où? Vous le prenez au reporting. On va pas se mentir, moi je suis data scientist. Pour les autres data scientists qui sont dans la salle, ma zone de confort, c'est si vous êtes capable de me donner un problème business et que vous l'avez exprimé sous la forme d'un problème d'optimisation. Si c'est un problème d'optimisation, je suis chez moi, c'est la fête. Donc on va faire ça. Donc il va dire le KPI qui veut qu'il monte ou qu'il descende. Donc déjà direct j'ai ma mesure de performance, le contrat est clair. On continue, il clique dessus, baf, on lui propose des trucs. Oui, si on a un moteur de simulation, on peut inverser la chaussette. Si on peut inverser la chaussette, on a peut-être trouvé 2-3 trucs qui ont marché à côté, qui devraient marcher chez lui parce que les audiences sont similaires, parce que les offres sont similaires. Bref, avec le même moteur, pris un peu différemment, en tout cas avec les mêmes data,
on doit être capable de retourner la chaussette. Puis, comme vous voulez l'encourager à expérimenter, vous ne voulez pas que tout soit fait par une IA, vous lui proposez des setups. Là, je mets un exemple, là, il va définir une tentative de politique de prix sur ses renouvellements et son acquisition d'un produit en abonnement. Il va prendre une petite partie du trafic, il va tester son truc. Évidemment, toujours pareil, si vous avez les bonnes données, vous êtes capable de trouver le sweet spot qui fait que c'est là que c'est le mieux. Donc vous allez lui suggérer. Mais bon, vous savez, voilà. Après, lui, il est business owner quand même, il va pas se faire avoir par une IA, donc vous lui laissez la possibilité de changer les chiffres, parce qu'il sait mieux quand même. Puis vous, ça vous va bien. Puis derrière, vous déployez avec les API. Donc là, on se retrouve typiquement dans le cercle vertueux du gros hacking. Action, reporting, forecasting, simulation, ça a marché, ça n'a pas marché, on recommence, on tente un nouveau truc. Et en plus, du coup, il est content, lui, il comprend son... Pardon, j'ai transitionné trop vite. Lui, il est content, il comprend mieux son audience, ses marges augmentent sur les bonnes opérations, il coupe celles qui servaient à rien, il a testé ses intuitions, voilà, il est content, il a mis en place son expertise métier pour la première fois véritablement. Et puis moi aussi, je suis content parce que plus il en fait, plus ma machine elle est bonne. Il génère de la donnée. Donc là, on est bien, on est beau. Un exemple pour être un peu concret, nous, par exemple, on fait de l'abonnement. Il se trouve que nos clients nous le disent, on est très bon sur l'abonnement. Parce que nos clients, ils ont plein de différents partenaires e-commerce qui sont comme nous, ils nous mettent en compétition, nous on fait un territoire, toi tu fais l'autre territoire. Ils nous disent, vous êtes les meilleurs. Donc c'est chouette, c'est la scène émulsion. Moi, tant qu'on est gagnant, la scène émulsion, ça me va. Et en plus, l'abonnement, c'est un cas particulier, c'est que pour la donnée, l'abonnement, c'est génial. C'est le truc qui va vraiment main dans la main, quoi. Si on réfléchit, c'est quoi la promesse business de l'abonnement? Je vais avoir des revenus prévisibles, je vais avoir des revenus prévisibles. S'il y a un endroit où il y a des creux dans l'année et que j'ai un modèle d'1 an, le creux, je peux m'attendre à le retrouver plus ou moins. Ça, c'est le premier truc. Et il se trouve que la prédictabilité, super, c'est aussi notre domaine. L'effet boule de neige. Si à un moment ou à un autre, je tape dans un endroit où je fais la bonne opération qui fait que ce creux-là, je le coupe, parce que j'ai trouvé la bonne action, une action sur Facebook, une campagne marketing, une politique de prix qui marche bien, j'ai augmenté mon pipe, on est en abonnement, ça veut dire que je vais avoir un effet pendant toutes les années à venir. Si mon taux de... C'est mathématique, je veux dire, si mon taux de renouvellement augmente de 3% sur une année, et que ça se maintient à ce plus 3%, sur plusieurs années, c'est pas 3% que j'ai gagné. Parce que je renouvelle de plus 3%, les 3% que j'avais renouvelés, etc., etc. Donc c'est des maths, donc évidemment on a fait de la churn prediction, on ne va pas se priver. C'est bien, ça fait des années que c'est en place, c'est le truc où moi personnellement quand on est devant les étudiants, on leur dit faites de la churn prediction quand vous arrivez, ça marche bien, ça c'est l'état de l'art. On va un peu plus loin, on fait un peu de ce qu'on appelle la lag prevention. C'est le gars qui sur un utilitaire de sécurité met 3 mois à renouveler, il attend que ouais, Cambridge Analytica, il faut que je renouvelle mon truc de sécurité. Ouais, ça n'a rien à voir. Non mais c'est pas grave, je veux dire, il renouvelle, mais sauf qu'il met 3 mois à chaque fois. Si je prends tous les mecs qui mettent 3 mois à renouveler et que je les incite à renouveler plus tôt, au bout de 4 ans, j'ai gagné 1 an, quoi. Alors, le problème, c'est que quand on commence à faire les petites opérations un peu sur chaque client, c'est sympa. Quand on commence d'un seul coup à se dire, bon là, on va rentrer en ligne produit, tous les clients vont pouvoir faire ça depuis leur back-office en appuyant sur le bouton, on a un problème de scaling. D'abord, on est sorti de la zone de confort du data scientist. Oui, on est toujours sur des problèmes d'optimisation, mais on ne peut plus avoir un modèle. Vous n'avez plus le modèle parce que vous n'êtes plus sur les datas juste d'un client. Donc vous êtes obligé d'avoir des sortes de tonnes de colonies de modèles sur étagère qui sont capables de s'adapter, qui va prendre des approches plutôt basées sur la similitude des offres, les audiences, les combinés. Un modèle bien spécifique au client, parce que vous avez quand même travaillé sur l'onboarding de ce client-là, donc vous allez lui mettre un petit modèle à lui. Et vous allez avoir tous ces modèles qui sont construits de façon différente, et vous allez tous les mettre en prod. Et puis ce que vous voulez, c'est quoi? Ça tourne. Si vous commencez à faire la multiplication du nombre de modèles par nombre de clients, par nombre d'opérations, vous allez vous retrouver avec des colonies. Super, vous avez des colonies. Ils vont s'auto-monitorer, ils vont chercher, ils vont prendre de plus en plus de trafic en fonction de leur part de performance, etc. Le client, dans son back-office, de toute façon, il regarde, donc il va en couper quelques-unes, etc. Ce que vous voulez, vous, de votre côté, en tant que data scientist, dans une boîte, nous on est une team data, on est 3-4, on est très bon, mais il ne faut pas déconner non plus. Donc nous, on va regarder surtout les modèles qui sont en carafe. Quand les modèles sont vraiment trop en carafe, on va regarder, on le coupe ou ça vaut le coup de le réparer. Du coup, ça se pose aussi la question de l'intégration continue. L'intégration continue, le secret pour nous, en tout cas, ça a été de dire les services de la plateforme, ils vont se mettre à contrôler des SS. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'occuper du fait que c'est graphique. Le graphique, c'est bien au départ, on va faire une template. Pour chaque flow, pour chaque chose, on va faire une petite template. Et la template, il me reste 27 secondes, je suis à peu près bon. Et du coup, la template, on va séparer le spécifique du générique client. On va utiliser des SS comme une engine.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous devez modifier quelque chose sur un client précis. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous changez la partie client qui est dans le spécifique et vous reconstruisez tous les flows qui tournent par API. Vous reconstruisez automatiquement. Il reprend la template, il refait le match avec la partie spécifique, il recrée les instances qui vont tourner directement dans DataIQ. Vous devez changer le corps produit, même chose. Vous chantez tout en production, enfin vous chantez tout dans votre design, après dans l'automation, enfin bon. Vous chantez tout, vous reconstruisez et c'est reparti. Donc là, vous bénéficiez du fait que, et ça c'est un truc qui n'a pas été tellement mis en avant par les sales de DataIQ, que moi j'ai découvert après la vente, et je vous dis, j'aurais signé beaucoup plus tôt, la partie API, mais il la développe de mieux en mieux. Au départ, nous, on allait carrément taper dans les JSON de code et tout, ils nous ont dit non, vous arrêtez, il y a des endpoints, arrêtez de faire les idiots. Mais fondamentalement, vous allez pouvoir directement contrôler DSS comme une engine. Vous vous occupez plus finalement de la partie graphique, elle vous sert à l'étape initiale de définition des templates et après ça va bien, quoi. Après ça tourne et ça se déclenche. Et puis toujours la même histoire. Nous, chez la plateforme qui s'appelle Monetize, la plateforme de Nextway e-commerce, elle est APIsée, donc ça repart de l'autre côté. Et voilà. Je vous remercie.